Bien, bonjour, et merci beaucoup de m'avoir invité à cette passionnante journée. Alors, science cognitive, c'est à la fois un terme, et pour moi en tout cas une interrogation. Est-ce qu'il s'agit de connaître? Est-ce qu'il s'agit de comprendre? Est-ce qu'il s'agit de sentir et de ressentir et de savoir qu'on connaît et qu'on comprend? Et de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de nous en tant qu'observateurs remarquant qu'une entité, un individu est capable de résoudre des problèmes, de comprendre, de connaître? Ou est-ce qu'il s'agit d'essayer d'appréhender ce que c'est que d'un point de vue subjectif? Et donc je crois qu'il y a derrière la question des sciences cognitives, la question de ce qu'il y a de moins partageable en chacun de nous, qui est la subjectivité. Est-ce que nous parlons d'une compréhension vue de l'extérieur de ce que nous ressentons d'un point de vue intime, ou est-ce que nous parlons de ce que nous pouvons décoder et comprendre de ce que nous faisons en faisant l'économie de ce que nous ressentons, c'est-à-dire notre subjectivité? Ce qui est, je crois d'ailleurs, un des problèmes passionnants que pose la science. La science comprend, manipule, modifie ce que nous appelons la réalité, en prenant ces objets d'étude comme des objets vus de l'extérieur. Et c'est ce qui fonde sa reproductibilité, ce qui fonde sa robustesse. Et d'un autre côté, nous vivons, si nous parlons de sciences cognitives, comme des sujets et des acteurs de notre vie. Et donc, d'une certaine façon, lorsque nous parlons de la cognition animale, par exemple, nous nous demandons comment des êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains se projettent dans le monde. Et donc, est-ce que la démarche scientifique, dont l'efficacité repose justement sur le fait qu'elle prend ce qu'elle étudie comme un objet vu de l'extérieur, j'y reviendrai, dont il est nécessaire d'effacer une part de la singularité pour parvenir à une forme de reproductibilité, est-ce qu'elle répond à cette question d'une exploration de la subjectivité de l'autre, que l'autre soit un être humain, que l'autre soit un être vivant non humain, ou que l'autre soit une machine ou un robot? Ou est-ce que nous inférons de ce qu'est la connaissance vécue à titre subjectif, de ce que nous pouvons en percevoir par ces manifestations? Je crois qu'il y a une question très générale. L'abord de la subjectivité, je vais dire un peu autrement, notre subjectivité ne s'exprime que sous forme musculaire. Et donc, de manière paradoxale, si nous sommes incapables de toute activité motrice, eh bien, nous sommes incapables de communiquer notre subjectivité. Et vous savez que l'une des formes les plus extrêmes, c'est un accident particulier qu'on appelle le locked-in syndrome ou le syndrome d'enfermement, dans lequel l'ensemble des muscles du corps sont paralysés, sauf, heureusement pour les personnes, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas, des muscles oculaires qui permettent de bouger l'œil, de faire des mouvements de haut en bas ou de bouger les paupières. Et donc, pendant longtemps, on a considéré qu'il n'y avait aucune cognition, aucune conscience de soi et aucune subjectivité, du fait simplement qu'il n'y avait aucune possibilité motrice d'exprimer ce qui était ressenti intérieurement. Et aujourd'hui, par analogie, de ce que nous savons des mécanismes mentaux et des mécanismes nécessaires à l'expression de la conscience, on peut postuler que des personnes qui ont un locked-in syndrome complet, c'est-à-dire qui ne sont même pas capables de bouger les yeux ou de bouger une paupière, sont conscients, non pas parce que nous pouvons le partager, non pas parce qu'ils peuvent l'exprimer, mais parce que leurs activités cérébrales spontanées et en réponse à la stimulation sont les mêmes que celles de personnes capables de s'exprimer et qui s'expriment de manière totalement habituelle. Donc vous voyez que, d'une certaine façon, lorsque nous abordons la cognition de l'extérieur, il y a un moment où cet abord repose sur une forme de pari, qui est que, un peu ce que David Hume disait il y a longtemps à propos des animaux, si les animaux ont des comportements dans des circonstances qui sont semblables aux nôtres, eh bien, la conclusion la plus logique est qu'ils ressentent la même chose que nous au moment où ils font la même chose que nous dans les mêmes circonstances que nous, plutôt que de manière non parcimonieuse
de penser que des mécanismes très différents provoquent des effets semblables dans des circonstances différentes. Mais vous voyez bien que c'est un pari. Et toute la discussion qu'il y a eu pendant très longtemps sur l'existence ou pas de phénomènes de subjectivité, de phénomènes de conscience, de phénomènes affectifs chez les animaux, repose sur une forme de pari. Jusqu'où pensons-nous que analogie entraîne ressemblance ou identité? Et c'est un pari. Et quand Delamétrie disait que les animaux crient sans avoir mal, mangent sans avoir faim, boivent sans avoir soif, et on pourrait dire, si on était anthropomorphique, sourient sans être heureux, il disait au fond que ce n'est pas parce que leurs modalités d'expression sont semblables aux nôtres que nous pouvons en inférer que leurs phénomènes subjectifs sont les mêmes. Et la grande controverse pour savoir si les Indiens avaient une âme, et si quand ils parlaient comme des perroquets, dont il n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils parlent comme on pense que les perroquets parlent, c'est-à-dire sans avoir conscience de ce qu'ils disent, mais qu'en fait ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a une question importante qui est, quand nous parlons de cognition, est-ce que nous parlons de capacité à résoudre des problèmes qui nous apparaissent d'ordre intellectuel, mental, cérébraux, ou est-ce que nous parlons du fait que celui ou celle qui est en train de les résoudre ressent le fait qu'il les résout? Est-ce que nous parlons de la participation du sujet à ses activités cognitives, ou est-ce que nous parlons des causes et des effets qui sont en train d'opérer sans participation? Je m'explique. Lorsque des bactéries se différencient et construisent un biofilm, les interactions entre les bactéries, qu'on pourrait appeler des langages, l'émergence d'un comportement complexe qu'aucun des individus ne peut à lui seul réaliser, et le fait que ce comportement résulte d'algorithmes dans les interactions entre les éléments, peut être vu comme un processus cognitif, dont le résultat est la résolution d'un problème dans un environnement donné, et dont le résultat très trivial, puisque s'il s'agit de résoudre un problème, est que la survie et la reproduction des entités qui se livrent à ces opérations est plus favorisée d'un point de vue statistique que celle des individus qui, dans les mêmes circonstances, ne se livrent pas à ces mêmes opérations. Est-ce que ces bactéries sont en train de résoudre un problème cognitif? Est-ce qu'il s'agit d'intelligence artificielle? Ou est-ce que nous ne parlons de problèmes cognitifs et d'intelligence artificielle que lorsque nous supposons que une partie au moins de l'entité qui est en train de procéder à ces comportements opère en tant qu'entité, en plus simplement de ce comportement que nous pouvons observer. Donc si je le disais autrement, lorsque un robot, lorsqu'un simulateur résout un problème du même ordre que ceux que nous pouvons ou qu'un être vivant peut résoudre, est-ce que c'est la même chose que ce que nous faisons, ou est-ce que c'est la même chose sans quelque chose qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire le fait que nous participions d'un point de vue mental à la résolution de ce problème? Donc je crois qu'il y a plusieurs dimensions. La science avance remarquablement par une démarche réductionniste. Et donc, si nous considérons que les émotions, la conscience, tout ce qui caractérise ce qu'on peut appeler par défaut une subjectivité, est un phénomène émergent à partir de processus qui eux-mêmes ne possèdent pas ces propriétés, c'est-à-dire de réseaux neuronaux qui, à eux seuls, n'ont pas d'émotions, ne sont pas conscients de ce qu'ils font, eh bien, il y a un moment où un certain seuil fait apparaître la subjectivité. Et donc, l'étude de tous ces processus en deçà de ce que nous appelons la subjectivité nous renseigne à la fois sur ce qui se passe en nous lorsque nous ne sommes pas conscients que c'est en train d'opérer, et un certain nombre de travaux suggèrent que 99% de ce que nous faisons opère en deçà de notre conscience. Mais vous voyez bien que quand on parle d'inconscient, c'est qu'on présuppose qu'il y a un au-dessus de l'inconscient. On ne parle pas de processus inconscient quand on parle de comportement bactérien. On parle de processus inconscient quand il y a des processus qui sont conscients. Mais ces processus qui ne font pas appel à la conscience ou qui ne font pas émerger la conscience nous renseignent sur ce que nous faisons ou ce que font les êtres vivants sans qu'il soit nécessaire qu'une forme de conscience intervienne, et nous renseignent peut-être sur les conditions minimales d'émergence de la conscience. Mais là encore, nous sommes dans un raisonnement analogique, c'est-à-dire nous supposons
que les seuils d'émergence de la conscience peuvent être déduits du passage, de l'observation du passage de ce qui est inconscient à ce qui est conscient. Alors, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Si on revient cette fois, encore une fois, à ce qui se passe chez nos cousins non humains ou à ce qui se passe dans les machines, c'est que ce que nous appelons des phénomènes inconscients sont des phénomènes qui ont une traduction en termes émotionnels. Or, l'émotion, c'est pas le fait de savoir ce qui est en train de se passer en nous, mais c'est le fait de ressentir les conséquences de ce qui est en train de se passer en nous, même si nous n'avons pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer. Et donc, lorsque des images sont projetées de manière subliminale et expriment, par exemple, une émotion sur un visage de bonheur ou de peur, nous allons ressentir, bien que nous ne savons pas que nous avons vu une image, une certaine émotion de peur ou de bien-être qui peut être mesurée par les conséquences qu'elle a sur le fonctionnement de notre corps, sans évidemment avoir la moindre idée des mécanismes qui ont conduit à ces émotions. Et donc, lorsqu'on parle de conscient et d'inconscient, il y a un autre seuil d'émergence. Qu'est-ce qui, dans nos phénomènes cognitifs, fait émerger une émotion qui fera partie de notre subjectivité, même si nous n'avons pas la moindre idée de ce qui le provoque? Et qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de notre comportement, opère sans même faire émerger une émotion? Est-ce que le fait que ce que nous appelons une émotion émerge joue un rôle important dans l'émergence ultérieure de la conscience, ce que pensent un certain nombre de chercheurs comme Damasio, qui pensent qu'à l'origine de la conscience, il n'y a pas la compréhension, l'intelligence, le raisonnement ou la mémoire, mais il y a le fait de percevoir quelque chose de ce qui se produit en nous, une émotion, et qu'à partir de cette émotion se construit ce que nous appelons la conscience. En d'autres termes, peut-il exister une subjectivité sans émotion? Et à ce moment, comprendre ce que sont les émotions devient quelque chose d'extrêmement important si on s'intéresse à l'émergence de la conscience. Ou est-ce que les émotions sont quelque chose qui est apparu en plus ou à côté et qui ne préjuge pas de l'émergence de phénomènes inconscients à la conscience? Et donc, si on se pose ce type de questions, le fait de s'intéresser à nos cousins non humains ou le fait de s'intéresser à nos créations est d'une autre nature. Pourquoi? Parce que quand nous nous intéressons à nos cousins non humains, ce qui a fasciné Darwin, nous nous intéressons à une phylogénie commune. Et donc, nous partageons un certain nombre de mécanismes d'émergence qui font que les seuils vont suivre une certaine généalogie et une certaine construction. En d'autres termes, si les émotions sont apparues avant la capacité de raisonner de manière consciente, eh bien nous constaterons que les émotions sont plus largement partagées que ne l'est la capacité de raisonner de manière consciente. Et donc en phylogénie, l'analogie, l'inférence, le pari sur la subjectivité est beaucoup plus facile à faire parce que nous avons des modalités de construction communes d'un point de vue généalogique. Lorsque nous construisons un artefact, et nous ne sommes pas les seuls à construire un artefact, beaucoup d'espèces animales construisent, fabriquent, utilisent des outils. Mais lorsque nous fabriquons des artefacts dont nous souhaitons qu'ils aient les propriétés de ce qui, au cours de l'évolution du vivant, a mis énormément de temps, c'est-à-dire l'émergence de capacités à résoudre des problèmes, de capacités cognitives, de capacités émotionnelles, voire de capacités de conscience, toutes ces étapes, nous les fabriquons. Et donc, est-ce que nous devons procéder par analogie, c'est-à-dire penser que si nous construisons à partir d'éléments qui ressemblent plus et d'interactions qui ressemblent plus à ce que nous observons autour de nous, nous aurons la plus grande probabilité d'obtenir les mêmes effets? Ou est-ce que nous pouvons faire des courts-circuits, c'est-à-dire au fond créer des formes d'intelligence, de cognition, d'émotion, de conscience, dont les modalités de construction n'ont rien à voir avec celles qui, spontanément, au cours de dizaines de millions d'années, de centaines de millions d'années, ont eu lieu. Et il y a quelque chose dans cette histoire d'analogie, me semble-t-il, qui ressemble... Darwin écrivait que le problème de savoir comment des capacités mentales, vous voyez qu'il ne s'agit pas de cognition, il s'agit de capacité mentale. Qu'est-ce que c'est une capacité mentale? Est-ce qu'il y a des capacités mentales sans subjectivité? Est-ce que résoudre un problème sans savoir ou sans sentir qu'on est en train de le résoudre, c'est une capacité mentale?
Est-ce que c'est connaître que de résoudre un problème sans savoir même que le problème existe et sans être en rien affecté par ce problème et sa résolution? Je reviens aux questions bactériennes. Les bactéries résolvent en permanence et depuis beaucoup plus longtemps que les autres êtres vivants tous les problèmes qui se posent quotidiennement à elles. Et donc, encore une fois, d'un point de vue réductionniste, la cognition consiste à résoudre des problèmes. Est-ce que résoudre des problèmes est forcément un processus cognitif? Et donc, lorsque nous le faisons, Darwin disait que la question de savoir comment les capacités mentales ont un jour au cours de l'évolution émergé chez certains animaux, puisque nous faisons le pari, par analogie, que lorsqu'il n'y a pas de système nerveux et de cerveau, il n'y a pas de conscience, et donc par analogie, nous disons les plantes ne sont pas conscientes. Nous le disons, par analogie. On n'a jamais demandé à une plante si elle pouvait exprimer le fait qu'elle ressentait qu'on était en train de lui parler. Donc vous voyez que l'analogie est extrêmement puissante. C'est parce que nous savons que nos processus cognitifs dépendent de réseaux neuronaux que nous postulons qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des phénomènes, non pas de résolution des problèmes, mais des phénomènes de subjectivité ou d'émotion, s'il n'y a pas les constituants qui, chez nous, sont indispensables. Il disait que c'est un problème aussi mystérieux que celui de l'émergence de la vie. Autrement dit, le fait qu'un ensemble de cellules soit doté de phénomènes cognitifs était pour lui aussi étonnant en tant que phénomène d'émergence que le fait que de la matière que nous disons inanimée, dans une certaine configuration, fasse émerger ce que nous appelons la vie. Et il disait que si tant est qu'on puisse un jour résoudre ces problèmes, ce sont des problèmes pour un futur distant. Et vous voyez que nous sommes dans ce futur distant que lui projetait il y a 150 ans, puisque la question de l'origine de la vie, de la possibilité de faire émerger, puisque nous posons que la vie a émergé à partir d'une matière non vivante, nous posons qu'il est possible de faire émerger de la vie à partir de la matière non vivante. Puisque la conscience, les émotions, les phénomènes cognitifs ont émergé à partir d'êtres vivants qui n'en étaient pas capables, nous posons qu'il y a des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'elles émergent. Le grand problème en ce qui concerne la vie comme en ce qui concerne la conscience, c'est que nous ne le définissons que par analogie. Et que donc, pour dire les choses de manière un peu paradoxale, si on invente la vie dans un laboratoire, c'est-à-dire si on est capable de créer les conditions qui lui permettent d'émerger, est-ce qu'on sera capable de reconnaître qu'il s'agit d'une entité vivante si elle ne partage pas les mêmes caractéristiques que ce que nous connaissons de la vie sur notre planète? Si nous découvrons de la vie sur une autre planète, ce qui est l'exobiologie, serons-nous capables de reconnaître qu'il s'agit de la vie ou de définir qu'il s'agit de la vie si elle n'a pas les propriétés que nous considérons comme universelles, nécessaires et suffisantes pour son émergence? Et donc je pense que nous ne connaissons de la vie que les conditions nécessaires et suffisantes dont nous observons des manifestations autour de nous. Mais il y a peut-être différentes façons de faire émerger la vie ou différentes formes de vie, et nous n'avons pas de définition des conditions nécessaires et suffisantes. Nous avons une approche qui est analogique. En ce qui concerne les phénomènes cognitifs, les phénomènes subjectifs, les phénomènes affectifs, les phénomènes de conscience, c'est un peu la même chose. Quand nous disons que les plantes ne peuvent pas avoir de conscience, non pas parce que nous avons mesuré d'une certaine façon qu'elles n'en ont pas, mais parce qu'elles n'ont pas les conditions nécessaires et suffisantes pour la faire émerger, nous postulons qu'il ne peut pas y avoir de conscience dans le monde vivant, en dehors de réseaux de cellules qui sont différenciées d'une manière assez particulière, qu'on appelle les neurones à partir de précurseurs, qui d'ailleurs donnent naissance soit à des cellules de la peau, qui ne sont pas particulièrement impliquées dans des phénomènes cognitifs, ou dans des cellules nerveuses. Et donc il y a dans l'intelligence artificielle un pari qui est celui qu'on peut au fond faire émerger des phénomènes cognitifs d'une manière non analogique. Et jusqu'à quel point sont-ils non analogiques? S'il s'agit encore une fois d'élaborer des algorithmes capables de résoudre des problèmes que nous posons, les êtres vivants ne résolvent pas les problèmes que d'autres se posent, ils résolvent les problèmes qui se posent à eux. Donc dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'il s'agit essentiellement d'algorithmes qui nous permettent de résoudre les problèmes que nous voulons résoudre et dont nous jugeons qu'ils ont répondu à nos objectifs, ou est-ce qu'il s'agit d'algorithmes qui sont capables de résoudre les problèmes que se posent ou qui se posent aux entités qui sont impliquées à l'intérieur? Jusqu'où est-ce que nous pouvons juger un phénomène cognitif
par référence à l'entité qui est en train de les résoudre. Si nous les jugeons par rapport à l'entité qui est en train de les résoudre, ce qui a été un grand problème avant Darwin et qui a continué à l'être après, c'est la question de l'intentionnalité. Il a été très difficile de penser que les phénomènes d'évolution, d'adaptation, qui rétrospectivement semblent résulter d'une intentionnalité, résultent de forces qui sont totalement indépendantes d'une intentionnalité. Et donc, si nous pensons qu'une entité vivante ou artificielle est en train de résoudre un problème, nous lui prêtons une intentionnalité. Et la question devient, comment est-ce qu'on fait émerger une intentionnalité? Que signifie une intentionnalité? Et comme toujours en science, la question est intéressante dans la manière où on la pose, elle est aussi intéressante en ce qui nous concerne nous-mêmes. Dans ce que nous appelons notre intentionnalité, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'intentionnalité? Et on peut poser la même question sur ce que les Anglais appellent la libre volonté ou le libre arbitre. Autrement dit, est-ce que ce qui nous paraît procéder de nous, ce qui est une phrase intéressante, quand je fais quelque chose, c'est moi qui le fais, mais que définit le moi dans le « je suis en train de faire quelque chose ». Est-ce que l'intentionnalité, la décision, le libre arbitre, la libre volonté, c'est ce que nous ressentons quand en nous opère un certain nombre d'algorithmes qui vont dans certaines circonstances nous conduire, en fonction de contraintes internes, de phénomènes de mémoire, à nous comporter d'une certaine manière. Et donc l'intentionnalité, c'est de l'après-coup. Le choix, c'est de l'après-coup. Et à ce moment, est-ce que nous pouvons avoir autant d'intentionnalité sans savoir que nous avons une intention que lorsque nous le savons? Et donc le fait de savoir qu'on a un comportement intentionnel n'intervient peut-être pas beaucoup. Et à ce moment, une machine peut avoir un comportement intentionnel sans savoir qu'elle a l'intention de faire quelque chose. Et je crois que dans les phénomènes d'émergence collective qui sont fascinants, que vous aborderez, ceux des insectes sociaux, mais c'est vrai aussi de toute une série de colonies d'animaux, où le comportement collectif émerge des interactions entre des comportements élémentaires, la question de savoir comment se construisent ces comportements élémentaires et ces comportements complexes qui en résultent est intimement liée, me semble-t-il, à quelle est la participation cognitive, consciente, affective, émotionnelle de ceux qui participent à l'élaboration de ces comportements complexes. Et est-ce que des robots, pour le dire autrement, qui se comportent de la même façon que des fourmis dans une entreprise collective, se comportent exactement comme des fourmis s'ils font exactement la même chose? Ou est-ce que une certaine perception de ce que des fourmis sont en train de faire, des regrets, des émotions, des désirs, interviennent dans l'élaboration de ces phénomènes cognitifs complexes? Un regret, je vais vous donner un seul exemple, il y a des travaux dans des colonies de fourmis très 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 jolies qui montrent que des fourmis qui sortent de la fourmilière pour aller chercher de la nourriture, si on fait en sorte qu'elles ne trouvent pas de nourriture, vont avoir tendance à rester à l'intérieur de la fourmilière et à changer de métier pour devenir nourrices, s'occuperont des petits. Si elles trouvent de la nourriture, elles continueront à sortir de la fourmilière. Est-ce que les émotions, le regret, la frustration, la déception jouent un rôle important dans ces phénomènes d'auto-organisation? Ou est-ce que si on dote des robots d'instructions qui font que lorsqu'ils ne trouvent pas de nourriture, ils ont tendance à pas sortir, et lorsqu'ils en trouvent, ils ont tendance à rester dehors, aboutit au même phénomène? Donc je reviens à ce que je disais, est-ce que la subjectivité, quel que soit ce qu'on définit par là, est un élément important de la cognition dans ses différentes dimensions, y compris dans les dimensions qui nous sont les plus intimes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un luxe extraordinaire, qui pour nous est essentiel? Si nous ne le ressentons pas, si nous ne sommes pas conscients, dire, nous ne vivons pas la vie que nous sommes en train de vivre, mais qui d'un point de vue opérationnel, dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous élaborons nos comportements individuels et collectifs, ne joue pas de rôle essentiel. Et donc je crois que la question de savoir jusqu'où nos cousins non humains partagent, non pas nos comportements complexes, mais notre subjectivité, est une question qui est extrêmement intéressante. L'autre question, c'est jusqu'où est-ce que nous pouvons faire émerger des entités non vivantes et non humaines qui aient des comportements aussi complexes que nous sans participer à ces comportements-là? Est-ce que ça a un sens?
Et est-ce que lorsque nous créons des entités artificielles dans le but qu'elles nous aident, si elles sont dotées d'une certaine autonomie, ce qui véritablement est la capacité de résoudre des problèmes tels qu'ils se posent, est-ce que nous nous aidons ou est-ce que nous nous préparons à un environnement dans lequel un certain nombre de problèmes vont se poser, qui sont des problèmes qui jusqu'à maintenant ne se posaient pas à nous? C'est-à-dire, au fond, être confrontés à des êtres qui nous ressemblent, qui ressemblent à nos cousins les plus proches, qui ont des comportements aussi complexes que nous, mais qui ne sont pas dotés d'une subjectivité. Et ce qui pose la question du langage. Est-ce que le langage, c'est une communication? Mais comme je vous l'ai dit, les bactéries communiquent et les planètes dans un système solaire communiquent. Ce que Newton a découvert au XVIIe siècle, c'est les modalités d'interaction entre les corps. C'est la force gravitationnelle. Ou est-ce que le langage, c'est percevoir l'interaction que l'on a avec les autres? Merci beaucoup et très bonne journée.